Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box le compte de 8. Cette semaine à l'émission, Bivol l'emporte mais ne convainc pas. Victoire pour les débuts d'Usyk chez les poids lourds et rencontre au sommet entre Beterbiev et Gvozdyk. C'est avec plaisir que j'accueille mon ami Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, fallait être un peu motivé pour suivre le gala de samedi soir. Bon, on était très intéressés parce que Bivol, champion chez les minots, Usyk, ancien champion unifié qui possédait toutes les ceintures chez les lourds légers, qui effectuait enfin ses débuts chez les poids lourds. On a attendu, hein, ouais. Dans le cas de 2 victoires décisives, mais des combats, mon Dieu, somnifères au possible. Si on commence par Bivol, qu'on connaît bien parce qu'il évolue dans une catégorie de poids qui est particulièrement prisée des amateurs ici au Québec, qui a battu Jean-Pascal il y a de ça à peu près un an. Une domination complète sur Lenine Castillo. Oui. Mais on se demande aussi où sa carrière va le mener parce que on peut être bon, mais aussi il faut ajouter une petite dose de oomph quand on emporte ses combats. On se souvient, Arthur Beterbiev avait le droit à un sermon de son entraîneur Marc Ramsey après le 11e round de pendant son combat contre Enrico Colling, combat qui était pour la ceinture vacante. Il avait dit « Ok, c'est beau, tu as gagné tous les rounds, mais passe le knock-out, s'il vous plaît. » Dans le cas de Bivol, on a essayé, on a été en mesure d'envoyer Castillo au tapis, mais on semblait qu'il y a toujours une dose de prudence, un peu comme on avait vu contre Jean-Pascal. Oui, c'est un petit peu la manière de faire de Bivol. Il a toujours été comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui ne changera pas. C'est un boxeur qui est prudent et c'est parce qu'il ne faut pas s'attendre à avoir une guerre de tranchées avec Bivol parce qu'il a les moyens. Il a les moyens techniques, les habiletés pour ne pas prendre de risques, pour l'emporter relativement facilement, sans prendre de risques. Là, il a gagné les 12 rounds sur une carte, 11 rounds sur les 2 autres cartes. Il a complètement dominé sans jamais être en danger. Et quand tu as les habiletés de le faire, ça serait bête de prendre des risques inutiles pour essayer d'être un peu plus spectaculaire. Par contre, au niveau marketing, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. On a pu le voir que malgré cette domination, ce combat qu'il a facilement remporté, où il a dominé tous les rounds, et à la fin du combat, il a été hué par le public qui en voulait un petit peu plus, qui sait que Bivol a les habiletés pour en donner un petit peu plus, mais que c'est une question de mentalité aussi. On dit qu'on retrouve souvent dans le ring la personnalité d'un boxeur qui, en dehors du ring, Bivol est un petit peu plus... c'est un gars qui réfléchit, qui n'est pas foufou, si tu veux, en dehors du ring. Tu ne vas pas le voir dans des affaires, dans des bagarres de bars, etc., des trucs comme ça. C'est un gars qui est très calme, qui est posé. Et dans le ring, c'est un petit peu la même chose. C'est quelqu'un qui ne va pas prendre de risques inconsidérés parce qu'il a les moyens de ne pas les prendre et de gagner facilement. Ce qui est important dans son cas, dans ce combat-là contre Castillo, c'était de remporter la victoire et de ne pas subir trop de dommages. Parce que là, on a tous les champions à 175 qui se battent en l'espace d'un mois. Il y a l'unification entre Beterbiev et Gvozdyk, et il y a Kovalev qui va se battre contre Canelo bientôt. Donc Bivol, il veut absolument conserver cette ceinture sans prendre de risques, sans avoir de blessure, que ce soit une coupure ou autre, pour pouvoir ensuite se placer et avoir un combat d'unification. C'est ce qu'il veut. Le problème pour lui, c'est qu'il est chez DAZN et que les autres champions ne sont pas chez DAZN, à moins que Canelo ne remporte la ceinture contre Kovalev. Et si ça se passe, si ça arrive que Canelo devient champion à 175, je ne suis pas certain qu'il veuille défendre cette ceinture-là, comme il a fait à 168 où il n'a pas défendu cette ceinture. Et je ne suis pas sûr que s'il décide de défendre cette ceinture, ce soit contre Bivol, parce que je pense qu'il va vouloir éviter le russe, qui est un problème pour tout le monde. Même s'il n'est pas le plus excitant, c'est un boxeur qui a une technique impeccable. Parce que là, on peut le critiquer, lancer un peu le pot, dire qu'il n'est pas spectaculaire, mais il faut quand même lancer les fleurs, parce qu'il est tellement efficace techniquement avec son jab. Là, il a remporté des rounds entiers uniquement avec le jab, sans lancer de crochet ou de direct. Uniquement le jab et le jeu de pied qui lui permettent de remporter beaucoup de jabs au corps aussi qui ont ralenti Castillo pendant le combat. Que lui, bon, le plan de match était clair, c'était profiter des ouvertures, attendre son moment, mais je pense qu'il attend encore. Là. En même temps, c'est vrai, il attend encore, mais le plan de match, il est très dur à appliquer contre Bivol parce que avec son jeu de pied, moi c'est ce qui m'impressionne beaucoup, ce jeu de pied où il est toujours sur la plante des pieds. Tu vas jamais le voir avec les pieds posés à plat, il est toujours sur la plante des pieds comme sur des ressorts et il bondit un petit peu comme ça, in and out. Il gère très très bien la distance grâce à cette position de ses pieds.
et ça lui permet de ressortir avant que l'adversaire ait pu lancer ses coups. Comme ses pieds sont rapides, c'est jamais une cible immobile, il ne reste pas en face de toi, c'est très très compliqué de l'atteindre. C'est ce qui est à mon avis sa meilleure arme à Bivol, c'est sa défense. Il est très très dur à atteindre clairement. Franchement, un coup flush sur la mâchoire, ça va arriver très très rarement contre Bivol. Et ça, c'est compliqué de pouvoir gagner des rounds quand tu n'es pas capable d'atteindre clairement l'adversaire, surtout quand il a un jab comme celui de Bivol, qu'il est capable de placer sa droite. Il a envoyé Castillo au tapis au 6e round avec une belle droite. Il a profité du fait que Castillo se déplaçait vers sa gauche, donc vers la droite de Bivol, pour lancer cette droite en esquivant le jab. Normalement, tu esquives le jab vers l'extérieur, parce que si tu l'esquives vers l'intérieur, tu es du côté de la droite, mais il l'a fait quand même pour pouvoir placer sa droite à lui, esquiver vers l'intérieur. Tout ça est calculé parce qu'il savait que Castillo se déplaçait. Il est rentré dans le coup, le Dominicain, ça l'a envoyé au tapis, mais c'est là qu'on voit la mentalité de Bivol. Il ne s'est pas jeté dessus. Il n'est pas allé terminer le travail et essayer de lui passer le KO comme ferait un Beterbiev, par exemple. Mais en même temps, tu te dis... C'est un peu ce qu'a fait Anthony Joshua contre Andy Ruiz. Il l'a envoyé au tapis avec cet uppercut. Et après, il est allé pour terminer le combat le plus rapidement possible. Il s'est fait pincer par un crochet en contre. Et il a perdu ses ceintures. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques et de perdre ta ceinture de cette manière-là, comme Joshua l'a fait contre Ruiz? Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un pas de recul, observer et continuer à faire ce que tu as fait pendant les 6 premiers rounds, c'est-à-dire dominer complètement l'adversaire? C'est plus prudent, c'est moins spectaculaire, mais c'est tout aussi efficace et tu ne prends pas de risques inutiles. Et dans son cas, face à Castillo, l'objectif, c'était pas forcément d'être le plus spectaculaire, de montrer que tu es le meilleur de la catégorie, mais c'est de conserver sa ceinture et de garder des options pour une unification qui pourrait venir dans les prochains mois. Là, on avait dit au courant de la semaine que Bivol avait été élevé au rang de super champion et Jean-Pascal au titre de champion régulier. Mais pendant la présentation de la ceinture, on a toujours parlé comme pas du super champion, mais du champion régulier. Il ne semble pas avoir eu, là, je regardais la WBA, de communication officielle à ce sujet. Mais c'est jamais très clair. Jamais très clair. Donc, voilà, reste à voir qu'est-ce qui attend Bivol, parce qu'il a encore réitéré le fait qu'il voulait obtenir un combat d'unification le plus rapidement possible. C'est ce qu'on veut voir aussi, parce que c'est un gars qui, avec sa technique, il a vraiment probablement le meilleur technicien de la catégorie. On parle d'une catégorie Gvozdyk, Beterbiev, Kovalev, c'est pas n'importe qui. Et je pense que Bivol est celui qui a la technique la plus raffinée. C'est pas le plus gros puncher, mais il a quand même une bonne force de frappe. Il frappe pas aussi fort qu'un Beterbiev, par exemple, mais il est quand même capable d'envoyer ses adversaires au tapis. C'est un gars qui va poser énormément de problèmes, mais qui n'est pas entre le risque et risk and reward. C'est pas très bon pour les autres parce que tu vas pas faire un combat excitant contre Bivol. Ça va être un combat très tactique. Ça va être compliqué de le battre. Et tu vas pas forcément en sortir grandi d'un combat comme ça parce que les gens vont pas trouver le combat particulièrement excitant. Donc c'est un adversaire compliqué et qui te rapporte moins d'argent parce qu'il est moins connu, il est moins populaire que d'autres champions et qui te rapporte pas non plus forcément la reconnaissance du public parce que ça va pas être un combat qui risque de rester dans les mémoires pendant très longtemps. On l'avait souligné la semaine dernière, Castillo avait fait une bonne partie de son camp d'entraînement ici au Québec, accompagnait Arthur Beterbiev qui se prépare à affronter Gvozdyk vendredi soir. Et ceux qui ont suivi le combat ont dû remarquer la présence de Luc Vincent Ouellette qui agissait comme cutman pendant ce combat. N'a pas été, disons, pas dû nécessairement faire du travail très, très important pendant la soirée. Je crois que je regardais les statistiques, je pense que Bivol, 50% des coups en puissance qui ont touché la cible. Donc, il a fallu faire un petit travail pour s'assurer que tout aille bien au fur et à mesure des rounds. Pas de coupure importante de travail sous pression pendant ce combat-là. La finale mettait aux prises Alexander Gvozdyk contre Chaz Usyk. Usyk, oui. Ouais, même prénom. Même prénom. Même pays. Plus de 10 000 personnes qui étaient présentes dans cette aréna de Chicago et c'est lui qui attirait. On voyait c'était la diaspora ukrainienne qui était présente, qui encourageait son favori. Bon, on savait, c'était une confrontation inégale, étant donné qu'on connaît le niveau de boxe de Usyk. Son adversaire américain, qui est envoyé dans la mêlée à moins d'une semaine d'avis. C'était pas un mauvais boxeur. On connaissait son passé.
avait surtout beaucoup de victoires avant la limite, mais contre des adversaires vraiment le défaire valoir. Mais on a vu en début de combat, c'est bien protégé avec ses mains. Une défense quand même, somme toute, assez étanche. Mais quand Usyk a décidé de... On a vu les premiers rounds étudier la situation. On voulait surtout savoir si c'était peut-être avec les petits gants en mesure de bien prendre les coups de son adversaire. Mais une fois qu'il a décidé de s'amuser, il a laissé aller ses mains. Et il y a eu beaucoup de critiques en se disant « Ah, il n'est pas du niveau de Joshua ou du niveau de Deontay Wilder. » Ben là, c'était son premier combat, on va lui donner une chance. Mais j'ai trouvé qu'il amenait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais un aspect intéressant, un aspect technique qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps chez les poids lourds. Oui, bah c'est ce qu'on pense qu'il va amener chez les poids lourds. C'est pas une force de frappe à la Anthony Joshua ou la Deontay Wilder. C'est sa technique. C'est un gars qui va dominer avec son jeu de pied. On le compare souvent à Lomachenko parce qu'il a un style qui se ressemble. C'est un gars qui va se déplacer, se donner des angles d'attaque, qui va jamais rester en face de toi, il va se déplacer latéralement. C'est son jeu de pied qui lui permet de dominer l'adversaire comme ça. Face à Witherspoon, c'était une victoire facile pour lui parce que Witherspoon n'est pas de son niveau. C'est un gars qui a déjà connu des combats contre des boxeurs de bon niveau, Witherspoon, mais ça fait déjà quelques années. Ça fait longtemps qu'il n'est pas monté dans un ring contre un boxeur de haut niveau. Et là, il faisait face à un top 10, voire top 5 livre pour livre. Donc, c'était vraiment une très, très grosse commande pour un gars qui n'était pas en camp d'entraînement pendant 2 mois. Il a appris il y a une semaine qu'il se battait contre Usyk. Forcément, c'est quelqu'un qui se tient prêt, qui se tient en forme dans le gym, mais qui n'était pas en mode préparation d'un combat. Ah non, il n'avait pas préparé pendant 8 semaines. Donc, fallait pas s'attendre à ce qu'il offre une opposition particulièrement coriace à Usyk. Mais du côté de Usyk, tu l'as dit au début, un petit peu d'observation, c'est sa méthode. C'est un combat souvent comme Lomachenko, en 3 parties, où la première partie, on va enregistrer l'information, on va décrypter l'adversaire. Ensuite, on va laisser partir les mains, mais en mettant l'accent sur la précision, sur la vitesse. On va toucher la cible. Et quand on a le timing, la distance, etc., quand on a bien mis en place ces coups, qu'on sait comment atteindre l'adversaire, et ben là, on met plus de poids, on appuie les coups, on met plus de puissance et on commence le travail de démolition. C'est ce qui a été fait et c'est ce qu'on risque de voir de la part d'Usyk chez les poids lourds. C'est pas des KO sur un seul coup. J'ai trouvé que ses coups portaient un petit peu moins que chez les lourds légers, ce qui est normal, c'est la catégorie supérieure. C'est un gars qui pesait Witherspoon 35 livres de plus que ses adversaires précédents. C'est normal qu'il encaisse mieux les coups. Mais je pense que ça va être, quand on va voir des KO de la part d'Usyk chez les poids lourds, ça va être de l'accumulation. Comme on a vu l'adversaire qui jette l'éponge parce qu'il est plus capable d'en prendre. Que ça soit l'adversaire, le coin ou l'arbitre qui va arrêter le combat, ça va pas être des KO à la Wilder où l'adversaire est sur le dos puis il regarde les lumières, il bouge plus. Ça va être vraiment des KO, des arrêts de l'arbitre par accumulation de coups parce qu'il est tellement précis. À chaque fois qu'il lançait cette gauche, elle passait à travers les gants. C'est un gars qui a une technique impeccable, Usyk. J'ai trouvé qu'il avait peut-être perdu un tout petit peu de vitesse, légèrement, ce qui est normal avec le poids supplémentaire. Par contre, il se déplace toujours autant. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, vraiment les déplacements qui étaient assez exceptionnels. Ça n'a pas limité le nombre de déplacements qu'il va faire. Généralement, quand tu rajoutes du poids, tu te fatigues plus vite quand tu te déplaces. Là, je trouvais que ça a affecté légèrement la vitesse, mais pas le nombre de déplacements, ni la précision des déplacements. Donc, je pense qu'il va continuer à avoir ce style-là de domination technique, où ça va être vraiment son jeu de pied qui lui permet de manipuler l'adversaire, en fait, de jouer un petit peu avec lui. Et il va poser des gros problèmes à la grande majorité des poids lourds par sa mobilité, parce que généralement, le modèle qu'on a chez les poids lourds, c'est de se planter les pieds, de laisser partir des bombes. Là, c'est tout le contraire, c'est un gars qui est plus petit mais qui va se déplacer beaucoup, qui va frapper, s'en aller et revenir. Ça offre un visage différent, un type d'adversaire différent que ce qu'on voit d'habitude chez les poids lourds. Oui, tout à fait. Je trouve que ça ouvre plein de possibilités qu'on n'avait peut-être pas. Les super confrontations, comme on a vu notamment entre Deontay Wilder ou Tyson Fury, où c'était une bonne vieille partie de main chaude. J'ai pas l'impression qu'on va voir ça avec Usyk, mais
On dit, on se demandait est-ce qu'il va, sa force de frappe va être en mesure de la transposer, mais à l'autre bout du spectre, est-ce que les adversaires vont être en mesure de composer avec un boxeur de ce calibre-là qui est capable de se déplacer autant? Je trouve que c'est une bonne partie d'échec à prévoir. Puis, c'est difficile de prévoir le résultat de tout ça. Oui, ça va être un gros problème pour n'importe quel boxeur chez les poids lourds. La question pour moi, je pense qu'il va dominer techniquement les autres poids lourds. La question pour moi, c'est est-ce qu'il va être capable de faire en sorte de compenser le désavantage physique qu'il va avoir. Parce qu'il va souvent y avoir un désavantage de taille, un désavantage d'allonge, de portée, mais aussi de puissance, de poids. Donc c'est surtout l'aspect physique qui est pour moi la question. Parce que techniquement, je ne vois pas un boxeur chez les poids lourds qui est capable de rivaliser techniquement avec lui. Peut-être au niveau de la défense Fury. Mais ça va être surtout au niveau de la taille et de la longe de Fury qui pourrait poser des problèmes à Usyk. C'est surtout de compenser les désavantages physiques qu'il a par rapport aux autres parce que techniquement, il est au-dessus de la mêlée, surtout au niveau de son jeu de pied, qui normalement chez les poids lourds n'est pas un élément important et qui chez Usyk est son avantage principal, son arme principale, son jeu de pied, ses déplacements, sa manière de se donner des angles. En étant devant toi, il te lance une combinaison après. Il se déplace sur le côté, vraiment, il est plus en face de son adversaire, il est complètement sur le côté. Ça ouvre des angles d'attaque différents au corps, à la tête, donc ça va être compliqué parce que la plupart des poids lourds n'ont pas la mobilité nécessaire pour compenser, pour rivaliser avec Usyk. Reste à voir qui sera son prochain adversaire, mais j'imagine qu'on ne passera pas aux choses très, très sérieuse immédiatement. Il faut lui donner le temps de progresser, de s'ajuster. Mais et que son corps s'habitue à cette nouvelle catégorie. Chose certaine, ça va nous donner une idée de la tangente qu'on veut prendre et quel autre boxeur on vise. Là, on est associé à DAZN. Si Joshua reprend ses ceintures, ça va être une possibilité. Si les perd, là, on se retrouve soudainement un peu plus isolé. Mais en même temps, il n'y a pas de mauvaise confrontation. On a quelques poids lourds chez DAZN, donc il y a possibilité de piger là-dedans pour... notamment des combats qui pourraient s'avérer particulièrement lucratifs en Angleterre. On peut facilement remplir un aréna de 20 000 personnes avec Usyk et un boxeur britannique à court terme. Mais je pense que ça ne va pas arriver tout de suite à son prochain combat parce qu'on dit souvent qu'il faut laisser le temps au boxeur d'apprivoiser sa nouvelle division, son poids supplémentaire. Et on dit ça quand c'est des 160 livres qui montent à 168 ou d'autres catégories comme ça où tu gagnes 5, 6, 7, 8 livres. Là, on parle de 15, 20, 25 livres de plus, donc ça va prendre encore plus de temps pour qu'il puisse assimiler cette masse supplémentaire et que son corps s'y habitue autant à porter ce poids supplémentaire qu'à subir l'agression d'un boxeur beaucoup plus lourd que ce qu'il a l'habitude. Un petit mot sur le combat entre Jessica McCaskill et Erika Anabella Farias, une victoire par décision majoritaire des juges. Pas trouvé que ça avait été nécessairement un spectacle. Non. On vous avait promis, en tout cas je vous avais promis la semaine dernière un beau combat parce que le premier avait été très excitant. Ça a été tout le contraire, c'était un combat assez plate à cause de Farias qui a énormément accroché malgré les réprimandes de l'arbitre qui n'a pas vraiment su se faire respecter. Farias a perdu un point pour accrochage au milieu du combat, mais elle a continué à le faire sans conséquence après. Et à la fin, c'est devenu un automatisme. Elle accrochait tout le temps parce elle préfère rester à distance. Farias et McCaskill étaient beaucoup plus agressives, avançaient sur elle. Et donc, dès qu'elle se rapprochait, elle accrochait. Ça a rendu le combat désagréable. Je pense que c'est l'arbitre qui a mal fait son travail parce qu'avec un arbitre qui empêchait ces accrochages, le combat aurait sûrement été plus plaisant. Donc, si vous n'avez pas vu ce combat-là, vous n'avez pas manqué grand-chose. Ce qui est un peu la même chose du combat entre Dawson et Gratchev. Dawson qui a remporté une décision facile dans un combat où il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, ne vous empressez pas d'aller le chercher sur Internet, ça ne vaut pas le coup. On peut évidemment pas passer sous silence ce qui s'est produit dans les combats préliminaires de ce gala présenté à Chicago. Combat entre Charles Conwell et Patrick Day. Day qui s'incline, subit un knockout au 10e et dernier round. Malheureusement, quitte le ring sur une civière. Son état de santé est critique. Il y a des gens qui ont annoncé sa mort, qui l'ont fait un peu trop rapidement, notamment le boxeur Badou Jack qui avait été d'une publication qui a été retirée. Il faut toujours
jouer de prudence. La course au scope dans ce genre de nouvelles n'est pas nécessairement importante, mais le promoteur Lou DiBella a vraiment statué que l'état du boxeur était critique. Et évidemment, ça relance tout le débat. Souvent, ça survient là, tard dans les combats. Les boxeurs sont déshydratés, le cerveau est un peu plus vulnérable. Bon, naturellement, j'ai lu une chronique là, de Chris Mannix qui a dit, bon, ben, oui, la boxe est un sport dangereux, mais ça sauve plus de vies au final. C'est toujours très, très délicat, ces situations-là. On dit aussi qu'on devrait davantage peut-être réglementer ce qui se produit en sparring. Souvent, beaucoup de coups qui sont accumulés dans des conditions. Je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote-là, mais j'ai déjà assisté à une séance de sparring d'un boxeur bien en vue ici au Québec. Et il y avait des partenaires d'entraînement, des gens qui étaient des locaux pas particulièrement connus du grand public, mais il y avait des boxeurs qui font du sparring, par exemple, sans casque. Donc, on sait que c'est surtout pour prévenir les coupures. Donc, le boxeur qui se prépare pour un combat ne veut pas nécessairement être privé d'une chance à cause d'une vilaine coupure subie à l'entraînement. On doute encore d'efficacité du casque, notamment pour les commotions, pour protéger des commotions. Mais disons qu'il y en a, ils ne prennent pas nécessairement toutes les précautions pour se protéger dans ces conditions-là. Donc, c'est un débat là, qui est extrêmement difficile à avoir. Ouais, et il y a l'accumulation des coups aussi dans un combat. Là, dans ce cas de Patrick Day contre Cornwell, je ne pense pas qu'il y ait eu que ça soit la faute de quelqu'un. C'est pas l'arbitre qui a attendu trop longtemps ou le coin qui a attendu trop longtemps pour arrêter le combat, parce que Patrick Day répondait bien aux commandes de l'arbitre. Il avait pas l'air, il n'était pas chambranlant sur ses jambes, si tu veux. Il était solide. C'est vraiment qu'au moment du KO, il a encaissé 3 coups de suite, 2 droites et un crochet à la pointe du menton. Et c'est quand il est tombé, il y a vraiment eu cet effet où l'arrière de la tête, de coup du lapin, où l'arrière de la tête frappe contre le sol. Et c'est ça qui, à mon avis, a mené à tous les problèmes qui ont suivi. Il s'est jamais réveillé. Il est resté inconscient depuis le KO. Si on compare par exemple à ce qui est arrivé à Adonis Stevenson, lui s'était réveillé, avait eu un malaise, ensuite était retombé, avait été mis dans le coma par les médecins. Il avait été mis dans un coma artificiel, alors que là, il s'est jamais réveillé de ce knockout. Il est resté, il a été directement dans le coma, donc c'est beaucoup plus, encore pas beaucoup plus, mais encore plus sérieux que la situation qu'on a connue avec Adonis. Et c'est déplorable, c'est malheureux. Ça paraît un peu sans cœur de dire ça, mais on le sait que c'est dangereux, la boxe. C'est un sport où le but, c'est d'envoyer l'autre, de démolir l'autre, de lui donner une commotion cérébrale, de faire en sorte qu'il soit plus en état de continuer à se battre. C'est pour ça que c'est encadré, qu'il y a des arbitres, qu'il y a des médecins, qu'il y a des coins qui doivent gérer la santé du boxeur. Mais je le répète, je pense que dans ce cas-là, dans d'autres combats, on s'en souvient du combat de Zab Judah, où il avait été ensuite à l'hôpital pour un saignement au cerveau. Là, on pouvait voir que l'arbitre, ça faisait 3-4 rounds. Qu'est-ce que tu attends pour arrêter le combat? Dans le cas de Patrick Day, il était allé au tapis un peu plus tôt dans le combat, mais son langage corporel était encore bon, si tu veux. Il paraissait solide sur ses pieds, il répondait bien, il paraissait alerte encore. Il n'y avait pas de signe avant-coureur, si tu veux, qui pouvait connaître des problèmes au niveau du cerveau. C'est que ça arrive et ça ne se voit pas de l'extérieur, ça ne se voit pas tout de suite. C'est très compliqué comme situation, parce que tu ne veux pas non plus que ça devienne, pas qu'on devienne trop prudent, mais je veux dire que des combats soient arrêtés dès qu'il y a un boxeur qui a les jambes un petit peu molles. C'est vrai que ça paraît un petit peu sans cœur quand on parle comme ça, parce qu'on parle de la vie de quelqu'un, mais je blâmerai personne pour cet accident-là, contrairement à d'autres fois où on peut dire... Parce qu'il y a des cas flagrants de négligence, il faut qu'on s'en mêle, qu'on change les choses. C'est pas pour rien qu'il y a des commissions athlétiques, notamment au Québec, là, qui sont très sérieuses. C'est régi par le gouvernement. Donc, des fois, on peut changer les lois, faire en sorte qu'on puisse ajouter, par exemple, du personnel médical. On l'a vu là, au marathon de Montréal là, récemment. On pose un cas de négligence à la presse qui a fait une grande enquête pour expliquer, parce qu'il y a un coureur qui est décédé. On dit, bon, il y a eu des négligences pour les premiers répondants. On a mis beaucoup de temps avant de se rendre, porter assistance aux coureurs. Donc,
quand il y a des problèmes comme ceux-là qui surviennent, il faut frapper sur le clou et dire là, il faut corriger. Dans ce cas-ci, on est dans un vide disons, difficile là, à légiférer. Surtout que, bon, je ne suis pas médecin, peut-être que le premier knockdown a fait que c'est après les coups qu'il a reçus après le premier knockdown qui ont fait en sorte qu'il ait ces problèmes de santé après. Mais je pense que c'est vraiment quand l'arrière de la tête a frappé le sol. Et ça, c'est difficile de faire quelque chose parce qu'il faudrait que l'arbitre le retienne quand il tombe. Tu ne peux pas faire ça. Peut-être de légiférer sur le tapis lui-même, mais tu ne peux pas avoir un tapis mou parce que tu n'auras pas d'appui. C'est un problème où il n'y a pas vraiment de solution. C'est compliqué de composer avec ça, mais ça commence à faire beaucoup là, avec les 2 décès qu'il y a eu cet été. Là, Patrick Day qui est dans une situation critique. Ça commence à faire beaucoup, et peut-être que les autorités vont finir par s'en mêler parce que quand la pratique d'un sport met la vie en danger, on l'a vu avec le football, que ce soit NFL ou football chez les jeunes où il y a eu des décès après des contacts casque à casque, et on a fait en sorte que les choses bougent. Dans la boxe, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en football, quand tu as un choc comme ça, une commotion après un choc casque à casque ou épaule à casque, peu importe, c'est un accident ou c'est un mauvais geste d'un joueur. Alors que là, c'est l'objectif du sport quand on parle de la boxe. C'est l'objectif de donner une commotion à l'autre boxeur, si tu veux. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de légiférer là-dessus. Ça m'amène à parler d'un autre combat qui a été présenté en sous-carte. Anthony Sims qui affrontait Morgan Fitch. Pourquoi je te parle de ce combat maintenant? C'est que Sims est un espoir chez les super moyens. Il avait connu quelques succès dans les rangs amateurs. C'est rendu, disons, l'étape avant les Olympiques, battu par des boxeurs dont on connaît bien le nom. Et a défié Rocky Fielding après sa victoire. Donc, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, je vais aller regarder le combat. Et envoie son adversaire, je pense, c'est 2 fois au tapis au premier round. Et là, ensuite, le combat se poursuit. J'avais lu quelques résumés. Et là, sur DAZN, c'est possible d'aller voir le combat. Et là, d'ailleurs, je t'ai écrit à ce moment-là, quand je regardais le combat, il manque à peu près 80-90 secondes du 6e round. Là, ça se termine au 6e round. Un coup. Et là, l'arbitre s'interpose, arrête le combat. Mais voyons donc, qu'est-ce qui justifie cette réaction-là? Mais c'est qu'il y a une chute au plancher qu'on n'a pas vue. Et on entend le descripteur, Brian Kenny, qui dit que Sims, après la chute au début du 6e round, se serait tourné vers le coin de son adversaire, leur demander s'il vous plaît, arrêtez le combat. Et là, on comprend que Sims a un petit peu ménagé ses ardeurs pendant le combat. Pourtant, on nous dit jamais qu'on fait vraiment ça à la boxe parce qu'on ne veut pas courir le risque de se faire surprendre, qu'on n'a pas le choix d'y aller pratiquement toujours, pas nécessairement à 100%. Des fois, on va prendre un petit moment de repos, mais on est toujours en mode alerte. Il ne faut jamais laisser l'occasion de son adversaire de revenir. Et c'est le combat qui a été présenté, je pense, tout de suite après celui de Day. Donc, ça amène, reste dans la tête on du voit boxeur. que c'est ça. Personne ne savait nécessairement comment réagir après. Et c'est sûr que quand tu es un boxeur et que tu vois quelque chose comme ça qui arrive sous tes yeux, ça va t'affecter, ça va affecter ta manière de te battre. Ça va être dans un coin de ta tête, autant pour toi que pour ton adversaire. Je veux dire, autant que toi, tu veux éviter ce genre de situation, de te retrouver dans ce genre de situation, mais que ton adversaire se retrouve dans ce genre de situation. Donc là, ça manque de sensibilité du côté de l'arbitre ou du coin, parce que quand c'est l'adversaire qui dit « je ne peux plus frapper sur ton boxeur », c'est toi qui devrais dire « non, c'est moi, je ne veux plus qu'il reçoive de coups ». Surtout quand on a pas l'adversaire mathématiquement aucune chance dans l'emporter. On l'avait vu avec notamment Stéphane Larouche qui avait dit à Jean-Pascal « montre-moi quelque chose parce que là, tu n'as aucune chance de gagner ». Donc, sinon, je vais arrêter le combat. Surtout quand il y a un gars qui est sorti du ring inconscient sur une civière le combat d'avant. Il n'y a pas de honte, là. Non, je pense qu'il n'y a personne qui va disons, critiquer un coin, mais avec les incidents là, qui commencent malheureusement à s'accumuler au cours de la dernière année, à dire, regarde, on a pris une décision, puis c'est pas plus grave qu'il faut. Et souvent, on va sauver la carrière de boxeur David Lemieux en agissant de la sorte pour éviter des dommages qui sont foncièrement complètement inutiles. Et au contraire, il n'y a personne qui va critiquer, ça va souvent être salué, le travail d'un coin qui arrête son boxeur. On va dire, il a pensé au boxeur, il a pensé à son futur, à sa santé, mais aussi au reste de sa carrière. Et je ne te
parle de David Lemieux, c'est ce que Rosenberg avait fait contre Marco Antonio Rubio. Il avait arrêté le combat. Lemieux lui-même n'était pas d'accord, il n'était pas content, il a quitté Rosenberg après. Mais c'est peut-être ça qui a fait en sorte que Lemieux a pu avoir la carrière qu'il a eue, parce que s'il avait continué à encaisser des coups d'un puncher comme Rubio pendant 3, 4, 5 rounds, ça aurait pu avoir des effets à long terme et l'affecter pour le reste de sa carrière. Donc c'est souvent des décisions qui sont bénéfiques quand ton coin t'arrête, même si tu vas être en colère parce que tu es compétitif et que tu veux continuer ce combat-là, que tu penses que tu es capable de revenir dans le combat, de survivre. C'est pas forcément nécessaire. Ton coin, il est là pour te protéger. Tu peux pas attendre d'un athlète professionnel qui décide d'arrêter de compétitionner, si tu veux. Un boxeur va toujours vouloir se battre, même s'il a plus d'équilibre, même s'il est plus très lucide, il va vouloir continuer à se battre. C'est à son coin de le protéger et d'arrêter le combat, à l'arbitre aussi. Mais dans ce genre de situation, surtout quand c'est pas un combat qui est compétitif, que ton boxeur est déjà allé au tapis, que c'est pas forcément un cogneur qui peut te remporter un combat sur un seul coup. Jusqu'à où tu veux qu'il prenne des coups? Jusqu'à où est-ce que tu valorises le fait qu'il se rende à la décision par rapport à un arrêt sans qu'il se fasse faire trop mal? C'est la question, mais la santé doit toujours être la priorité du coin et de l'arbitre. Et je préfère un arrêt rapide, un peu trop rapide, qu'un arrêt un peu trop tardif. Adrien, avant de passer au combat Beterbiev contre Gvozdyk, un mot rapide, il y a des développements là, dans le dossier Claressa Shields. On se souvient, le combat qu'elle devait disputer a été annulé parce que l'entraîneur de son adversaire avait été agressé en pleine pesée. Il n'y a pas de confirmation sur l'identité, mais le frère de Claressa Shields a été mis, pas en examen, mais en garde à vue. Il est resté en garde à vue pendant un petit moment par rapport à cette agression. Donc c'est pas encore confirmé que c'était lui, mais c'est ce que Abazin, son adversaire, avait dit dès le début, que c'était quelqu'un de l'entourage de Shields qui s'était empressé de démentir ces informations-là, de dire que c'était pas quelqu'un de son clan, c'était pas quelqu'un de sa famille. Les derniers développements montrent que ça serait peut-être le cas, et si c'est son frère qui a agressé Ali Bashir, ça va avoir des grosses conséquences, notamment des poursuites judiciaires, parce que l'entraîneur d'Abazin, Bashir Ali, il a été hospitalisé et opéré d'urgence pour des fractures au visage, mais il est retourné ensuite quelques jours après à l'hôpital parce qu'on a découvert des saignements au cerveau. Donc c'est une situation très délicate. C'est un homme qui est septuagénaire. Pour l'image de Claressa Shields, pour le reste de sa carrière, c'est quand même très... Ouais, ça va la suivre. Ah ouais, c'est une histoire dont on va parler encore longtemps si ça se confirme que c'est son frère, parce que même si c'est pas elle, même si c'est pas elle qui lui a demandé, bien sûr, d'agresser l'entraîneur adverse, tu es quand même à un certain point responsable de ton entourage, des gens qui viennent avec toi à la pesée, qui sont dans ton équipe. Et c'est aussi à la commission athlétique qui organise la pesée, parce que ça fait partie du combat, la pesée. C'est la commission athlétique qui l'organise. J'ai dit pesée, mais est-ce que c'était pesée aux conférences de presse ou peu importe? Là, mais c'était la pesée. C'était okay. La pesée. Et la commission athlétique doit faire en sorte qu'il y ait une meilleure sécurité. Comment est-ce quelqu'un peut agresser l'entraîneur et s'en aller sans être appréhendé par la sécurité tout de suite? C'est pas possible. L'entraîneur d'Abazin a eu des mots déplacés envers notamment la famille de Shields, sa sœur. On ne va pas répéter ici ce qu'il a dit. C'était pas très intelligent de sa part, mais ça justifie pas une agression qui met ta vie en danger comme ça a été le cas. Donc, affaire à suivre. Il va y avoir encore des développements, mais ça risque de poursuivre Claressa Shields très longtemps, d'affecter sa popularité et probablement d'avoir un effet très négatif sur sa carrière, parce qu'elle était sur une bonne lancée et là elle frappe un mur. Et avant de passer au plat de résistance, un petit mot rapide sur Christian Mbili qui se battait cette fin de semaine. Il affrontait Abraham Juarez, un boxeur qu'on avait déjà vu là, contre des combattants ici locaux. L'emporte par arrêt de l'arbitre au 9e round, devient champion
de la francophonie du WBC des poids moyens, un titre que Steven Butler avait remporté. Et je trouve que, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais ce combat-là, un peu à l'image du précédent qui avait été présenté à Philadelphie au mois de mars, Mbili est excellent, il fait tout bien. Malheureusement, manque le petit facteur oomph, ce qui fait en sorte que quand les décideurs de grands réseaux américains viennent temps de sortir la liasse de billets pour investir, ben, ils se disent, des boxeurs comme Mbili, il y en a beaucoup comme lui. Donc là, au moins, peut profiter du soutien français, de l'engouement qu'il y a là-bas, mais on peut voir pourquoi il y a peut-être eu un écueil ici en Amérique du Nord. Les informations qu'on avait obtenues, c'était ça. C'est que ESPN n'avait pas voulu investir. Et là, on arrive à un point dans sa carrière où on a besoin d'investir pour aller chercher des titres, des adversaires de renom. Et c'est pas avec ce genre de performance-là qu'on va convaincre bien les gens, malgré le fait qu'il n'y a aucun doute. C'est un boxeur de talent. Il a dominé les rounds. Les faits saillants là, sont disponibles via RMC Sport là, sur Internet. Mais il manque ce petit facteur là, qui fait en sorte qu'il devient un incontournable. Et c'est pas parce qu'il n'a pas essayé, parce qu'il a atteint la cible à de nombreuses reprises, notamment au corps. Il a bien travaillé au corps, mais à la tête aussi. Mais Juarez était très tough, peut-être un peu trop pour son propre bien. L'arbitre a bien fait d'arrêter parce qu'il a quand même encaissé beaucoup de coups, mais il a été capable de les prendre. Mais Mbili a complètement dominé le combat. Tu veux pas non plus donner trop d'importance au KO. Ce qui m'impressionne chez un boxeur, c'est qu'il puisse dominer sur la durée, qu'il soit capable de dominer tous les rounds d'un combat, de montrer qu'il est un boxeur supérieur. Le KO, c'est la cerise sur le sundae, c'est un bonus, mais il faut pas que ça soit l'objectif principal quand tu combats. Et dans le cas d'Mbili, il a quand même eu le KO. Ça a été un arrêt de l'arbitre au 9e. Mais c'est peut-être arrivé un petit peu tard par rapport à ce que les gens attendaient. Ils se disaient, OK, avec la domination qu'il a, il pourrait terminer le combat plus vite. Mais c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas parce qu'il a été paresseux, parce qu'il s'est battu sur un rythme pépère. Il a mis la pression, il a lancé beaucoup de coups. Je pense que c'est que Juarez a été un bon encaisseur et a été capable de tenir tout ce temps-là. Mais c'est vrai, comme tu dis, il manque cette petite étincelle qui fait en sorte qu'on va attirer l'attention. C'est bête, c'est vraiment souvent parce que une question d'image. Parce que c'est un boxeur qui est associé à un groupe d'entraîneurs québécois qui était avec un promoteur local aussi, mais c'est souvent une question d'image, c'est que ça ne veut pas dire qu'il est moins bon boxeur qu'un autre qui va mettre un KO au 3e round au même boxeur. C'est juste qu'un KO comme ça, tu vas voir la clip, ça va durer 30 secondes, ça va passer sur ton fil Twitter ou Facebook, tu vas voir le KO, tu vas dire « Waouh, lui, il m'a impressionné ». Alors que la domination de 9 rounds de Mbili, ça va peut-être pas faire les highlights, ça va pas être sur ton fil d'actualité ou ça va pas être à Sport 30 ou peu importe. C'est un petit peu bête parce que ça veut pas dire que c'est un moins bon boxeur, qu'il est moins intéressant, que son combat va être plus plate qu'un autre. C'est juste qu'il n'y a pas ce petit, un petit peu comme un homme politique qui te donne la clip parfaite qui dure 5-10 secondes que tu vas pouvoir mettre dans ton téléjournal. Et si l'homme politique ne te donne pas cette quote-là, que sa quote elle dure 1 minute, tu ne vas pas pouvoir l'insérer dans ton reportage. C'est un petit peu le même style. Ça ne veut pas dire que cet homme politique-là a de moins bonnes idées que l'autre, c'est qu'il n'a pas le côté comme, si tu veux, et les KO, c'est un petit peu ce côté comme-là. C'est la chose que tu vas mettre en avant pour intéresser les gens à tes prochains combats. Et là, Marc Ramsey est passablement occupé. C'était Samuel Descaries-Drolet qui dirigeait le trafic en France. C'est pas la première fois d'ailleurs qui délègue à M. Descaries-Drolet les combats de Mbili. Donc, t'es bien représenté. Hein? Il y avait des gens à Chicago, un autre en camp d'entraînement où on commence la promotion du côté de Philadelphie et en France. Bon, on y est. Vendredi, 22h. Et bonne nouvelle, ce sera présenté en direct sur RDS Direct. En différé après l'UFC aux alentours de minuit pour les téléspectateurs de RDS2. On va vous informer, si vous n'êtes pas à l'aise avec RDS Direct sur les réseaux sociaux, le vendredi soir, suivez-nous. On va vous expliquer la marche à suivre pour ne pas manquer ce combat qui soulève pas nécessairement les passions de tout le public, mais vous êtes des amateurs de boxe parmi les plus fidèles et les intéressés. Vous devez saliver, comme nous, à l'idée d'une unification chez les Milours entre Beterbiev et Gvozdyk. C'est ce que les deux boxeurs recherchent. C'est ce qu'ils veulent. Passer à l'histoire, ajouter des ceintures, pas trop user,
sont dans la trentaine, mais pas trop de combats. Beterbiev, on sait, a été ralenti par des tracasseries administratives. Oui. Gvozdyk, lui, a changé d'entraîneur, semble être dans une forme splendide. Juste avant d'entrer en ondes, je lisais un texte de Kevin Aioli de Yahoo Sports, qui est toujours très intéressant, parce que chaque fois que je le lis, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose, ce qui est un très bon signe. A fait une entrevue avec Gvozdyk et Teddy Atlas, et là, la sauce là, est là. Tous les ingrédients sont réunis. On forme une équipe du tonnerre et à la lecture de cet article, je dois dire, bon, on est attaché à Beterbiev parce que c'est un boxeur qui est établi ici au Québec, entraîné par Marc Ramsey, mais on sent que Gvozdyk possède, est-ce que je me trompe, un léger avantage. Mon ami Roch Carignan, notre ami Roch Carignan m'a expliqué tout en détail, les preneurs au livre favorisent légèrement Gvozdyk, de très peu, mais le favorise quand même. Moi, je mettrais Beterbiev favori pour moi, mais de très peu. C'est un combat, c'est du 50-50. C'est très, très serré. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est deux boxeurs de très haut niveau, mais aussi deux entraîneurs dans chacun des coins qui sont parmi les meilleurs au monde. Et je m'attends à voir aussi des ajustements tactiques des deux côtés parce que on connaît Beterbiev pour sa force de frappe. C'est ce qui saute aux yeux quand on le voit se battre. Il met beaucoup l'accent là-dessus. Mais ça a tendance, ça le dessert peut-être un petit peu parce qu'on a tendance à penser qu'il a que ça, cette puissance, alors qu'il a une très très bonne technique, mais qui n'est pas autant mise de l'avant parce que sa puissance est tellement impressionnante que c'est ce qui capte l'attention. Et je pense que Beterbiev aurait avantage à utiliser sa technique parce qu'elle lui permettrait d'être peut-être un petit peu moins agressif, mais un peu plus contrôlé et de mieux préparer ses attaques. Il a un bon jab, lourd, mais parfois il a tendance à l'oublier un petit peu parce qu'il veut envoyer les coups de puissance plus rapidement. Et contre Gvozdyk, de par sa technique, de par ses qualités, Gvozdyk va le forcer à être un petit peu plus scientifique qu'à l'habitude, d'être un peu moins bulldozer qu'à l'habitude, mais de préparer un petit peu mieux son approche et ses attaques. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on voit un peu moins souvent de la part de Beterbiev, mais c'est peut-être quelque chose de mieux pour lui parce que je pense ça lui permettra de mieux utiliser tous ses atouts s'il utilise plus cette technique, s'il est légèrement plus patient que ce qu'on a vu par exemple contre Callum Johnson. Après, de l'autre côté, c'est pas le même style de boxeur que les derniers qu'il a rencontrés, parce que Gvozdyk a un très bon jeu de pied, se déplace très bien, se donne des bons angles aussi, a une bonne défense, il est très complet, Gvozdyk. C'est pas le plus gros puncher, mais c'est un gars qui a quand même une bonne force de frappe et qui est précis. Donc c'est aussi par l'accumulation qui finit par user l'adversaire. Mais il peut, Gvozdyk, dans ses derniers combats, par exemple contre Ngunbu, il était parfois tombé un peu dans un faux rythme. J'ai l'impression qu'il a parfois des petits problèmes de concentration où il peut, s'il n'est pas forcé... On l'avait avec Beterbiev aussi. Je me souviens d'un combat contre Jeff Page, un Américain qu'on amenait ici, qui avait réussi à l'envoyer au plancher. On dirait que ces boxeurs-là, il faut que l'enjeu soit au maximum. Là, ils vont être concentrés, être en possession de tous leurs moyens. C'est drôle parce qu'on parlait du combat Stevenson contre Gvozdyk. D'ailleurs, son dernier qu'il a fait, on n'en parle pas beaucoup. D'autant plus que Teddy Atlas et Gvozdyk, ça va être seulement leur troisième combat ensemble. Mais on parle vraiment du combat contre Stevenson, qui est un moment charnière dans la carrière. Parce que c'est sa grande performance. Du champion du WBC. Il disait Atlas, Gvozdyk c'est un combat là, qu'il a jugé qui était parfait, mais il y a eu un moment d'égarement, a lancé un jab quand il ne fallait pas. Et Stevenson, il dit, vous n'avez pas idée. Là. On nous en avait parlé ici. Tous les entraîneurs québécois nous disaient, c'est une puissance qui est phénoménale. Mais Atlas a dit, c'est une puissance phénoménale. Et il a fait payer. On se souvient, Gvozdyk avait été ébranlé à un certain moment dans le combat. Il est allé dans les cordes. Et il a dit, il a payé chèrement une erreur. Oui, on le sait que Stevenson a une gauche. Tout le monde est au courant de ça. Mais attention, parce que s'il parvient à vous atteindre, là, on change complètement... le cours des événements, et il est allé dans la métaphore marine, faut pas agir comme un requin, mais plus comme un piranha, y aller par petits coups. Justement, toutes les qualités de Gvozdyk que tu as mis de l'avant, ça va un peu dans ce sens, des bons déplacements, choisir les moments pour attaquer, pas une force de frappe qui est comparable à celle d'un Stevenson qui peut changer le cours des événements d'un seul coup de poing, mais par contre, une force de frappe impressionnante
qui, au volume, c'est sur une combinaison que ce soit. Et surtout est capable aussi de se faire respecter par un coup. Oui, il n'est peut-être pas capable d'ébranler son adversaire ou du passé de knockout comme Stevenson avait fait sur Dawson, mais reste qu'il est capable de se faire respecter et faire hésiter l'adversaire. Et comme il est précis, les coups arrivent souvent, donc c'est aussi une question d'accumulation. Et il lance des combinaisons précises. Quand tu n'as pas la puissance pour mettre KO sur un seul coup, ça peut être le deuxième ou le troisième coup qui te met KO. C'est une chose d'encaisser un gros coup, mais d'en encaisser 3 de suite, que ça soit, il envoie parfois jab direct et le crochet qui suit. Si tu prends les 3 à la suite, c'est compliqué. C'est peut-être pas le premier ni le deuxième qui vont te faire mal, mais le troisième, là, ça va être la goutte qui fait déborder le vase. Il a quand même une bonne puissance, là. Faut pas non plus penser que c'est pas un cogneur, mais c'est pas comparable à Beterbiev qui, lui, sur un seul coup, peut t'assommer. Et Gvozdyk aura tout intérêt à éviter la confrontation physique contre Beterbiev. Il est plus grand, il a une plus grande allonge, donc il va essayer de rester à l'extérieur, se déplacer. Attention, Beterbiev à l'uppercut, parce que souvent un adversaire plus grand, l'uppercut est une arme importante, parce que avec ta taille, tu vas pouvoir avoir plus de puissance sur ton uppercut. Mais Beterbiev, va falloir que quand il arrive dans les corps à corps avec sa force physique, qu'il épuise, qu'il pèse sur Gvozdyk, qu'il travaille bien au corps. C'est ce qu'il a l'habitude de faire déjà pour fatiguer Gvozdyk, pour l'empêcher, pour limiter ses déplacements dans les rounds suivants. Ça va être, à mon avis, un travail de longue haleine, surtout au début du combat, parce que Gvozdyk va être très mobile. Mais s'il arrive à limiter ses déplacements de Gvozdyk et qu'il a une cible un peu plus statique, il va pouvoir faire parler sa puissance. Je pense qu'il va y arriver, Beterbiev, mais ça va pas être facile, et ça va être intéressant de voir quel boxeur va réussir à imposer son style de boxe, à imposer le style de combat qu'il veut. Beterbiev s'est parfois montré un peu vulnérable, tu l'as dit, contre Page, qui était allé au tapis. Contre Johnson aussi. Des moments un peu plus... Ouais, il avait encaissé bon crochet. Voilà, il se relève et il repart au combat très agressif tout de suite. Mais quand il était allé au tapis contre Johnson, on a pu voir ses qualités techniques. Il s'est mis à se déplacer pendant la moitié du round, pendant le restant de ce round-là, à se déplacer, à être un peu plus tactique que ce qu'il a l'habitude. Il a tellement confiance dans cette puissance phénoménale qu'il a dans les deux mains, qu'il est prêt à être un peu moins raffiné, parce qu'il a tellement de puissance que ça va marcher. Il est prêt à encaisser 1 ou 2 coups, alors qu'il pourrait les éviter en étant un peu plus patient, en étant un peu plus en prenant un petit pas de recul. Il pourrait être capable de les éviter, mais il se dit pourquoi attendre? Je peux prendre les 2 coups pour en donner un qui va lui faire beaucoup plus mal que les 2 coups que je viens d'encaisser. Et il est prêt à faire ça, Beterbiev. Il a la mentalité pour ça. Ça lui sert jusqu'à maintenant, mais je trouve que ça lui servira encore plus d'être un petit peu plus patient, un petit peu plus technique que ce qu'il a montré dans ses derniers combats. Et là, il n'aura pas le choix de l'être contre Gvozdyk, parce que Gvozdyk va un peu le forcer avec ses qualités à être plus patient et plus technique qu'à l'habitude. C'est drôle, je vais retourner dans mes archives, voir ce qui avait été dit en marge du combat entre Gvozdyk et Stevenson. L'entraîneur Marc Ramsey, qui n'était pas impliqué dans ce combat-là, avait dit reconnaissait les qualités techniques de Gvozdyk, aussi la puissance de sa main droite, le comparait à Ismaël Silak, un boxeur qu'on a déjà vu ici au Québec affronter. Un autre Ukrainien, oui. Sergei Kovalev, le combat avait été très, très, très court. Et il se demandait, est-ce que Gvozdyk va être capable de passer les 4 ou 5 premiers rounds? S'il passe cette marge-là contre Stevenson, ça va bien aller. Est-ce qu'il va être capable de passer ces 4 ou 5 rounds-là? Il ne le croyait pas. Et Gvozdyk a fait mentir, parce qu'il a été ébranlé, mais il est en mesure de poursuivre et de remporter le combat. Est-ce que l'opinion a changé? Est-ce qu'on... Je pense ça restera à voir, là, parce qu'il va y avoir les conférences de presse au cours de la semaine. Et Gvozdyk, avec ses qualités de déplacement, je pense qu'en début de combat, il va avoir peut-être un peu l'avantage. Que s'il a un avantage, ça va être plus en début de combat qu'en fin de combat, où il sera plus fatigué, où il va moins se déplacer. Avant ce combat contre Stevenson, il faut dire qu'il avait affronté un boxeur français dont j'ai oublié le nom, un Marseillais, où il avait pas particulièrement bien paru, un petit peu comme contre Mehdi Amar. Exactement. Combat qui avait été présenté à New York. Et dans ces 2 combats-là contre les 2 boxeurs français,
avant et après Stevenson. C'est pas qu'il est mal fait, mais il n'a pas été particulièrement impressionnant. C'était pas du même niveau que ce qu'il a montré contre Stevenson. On disait que quand l'adversaire est un peu moins bon, ben, comme il n'est pas forcé de montrer son jeu à plus, et ben, il va se contenter d'un petit peu moins. Il va se contenter de gagner sans forcément être aussi spectaculaire qu'il peut l'être. Là, il n'aura pas le choix d'amener le meilleur de lui-même contre Beterbiev. Mais je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte qu'avant ce combat contre Beterbiev, il n'était pas considéré comme aussi bon qu'il l'est vraiment. On connaissait son talent, mais on n'était pas sûr qu'il soit capable de l'amener dans un combat de ce niveau-là, de se hausser à la hauteur de l'événement. Et finalement, il a été tout à fait capable de le faire. Donc je m'attends à ce qu'il soit encore très bon contre Beterbiev. C'est vraiment un combat qui est intriguant parce que il y a des arguments pour les deux. On peut très bien voir Gvozdyk se déplacer autour de Beterbiev et neutraliser un petit peu l'agressivité du Russe. Mais je peux très bien voir aussi Beterbiev faire mal à Gvozdyk, limiter ses déplacements et finir par le coincer et lui passer le KO. C'est dur de dire ce qui va se passer. C'est pour ça que le combat est très très intéressant. Mais ça va être tout un combat. À mon avis, on est gâté dans ces dernières semaines là entre les combats de Golovkin, celui de Spence, celui avant Hooker contre Ramirez. On a eu des très très bons combats. Et chose certaine, les deux boxeurs sont dans les meilleures dispositions mentales. Je vous invite à lire la chronique publiée par Jean-Luc Legendre aujourd'hui, accompagnée de reportages aussi de notre éminent collègue. Beterbiev sourit. Oui. Un aspect qu'on n'avait pas trop vu de sa personnalité. En fait, on le connaît pas très bien personnellement parce que c'est pas non plus, il y a des gens qui ont des personnalités flamboyantes qui sont très à l'aise avec les médias. Non, lui ses activités c'est la boxe et la boxe et sinon c'est sa famille. Donc il n'est pas dans les soirées mondaines, ne cherche pas à se faire boire, très peu actif sur les médias sociaux. Mais donc les gens le connaissent très peu, on connaît très peu sa personnalité et c'est vrai qu'on a cette image du boxeur russe. En plus il est peint sans rire, donc il a souvent un visage très... On dit que c'est le type d'humour qui est préconisé dans le gymnase de Marc Ramsey. Il y a beaucoup de plaisir, mais c'est de l'humour auquel il faut être initié et surtout aimer ça. Ouais, et donc c'était drôle de le voir avec le sourire comme ça. Petit point en plus par rapport à ce combat contre Gvozdyk, ils se sont déjà affrontés il y a 10 ans chez les amateurs et c'était Beterbiev qui l'avait emporté. Gvozdyk avait jeté l'éponge après 2 rounds. Donc ça peut être dans un coin de la tête aussi parce que s'il a abandonné après 2 rounds, c'est qu'il a pris des coups et quand quelqu'un t'a fait mal, tu t'en souviens, même si c'est 10 ans après, tu t'en souviens. Donc c'est sûr que ça peut rester, ça peut le faire un petit peu hésiter dans un moment où il faudrait réagir très rapidement, où il va peut-être avoir cette petite hésitation qui va lui faire manquer quelques opportunités. Ça peut être un élément qui joue dans ce combat. Et dans le cas de Gvozdyk, on se disait, il a baigné dans un environnement de champion avec Lomachenko et Usyk, ses compatriotes. Lui a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques. Ses 2 compatriotes avaient été médaillés d'or. Mais a décidé de se tourner vers un autre entraîneur, Teddy Atlas. Ce qui explique, c'est que Gvozdyk a une maîtrise assez parfaite de l'anglais, donc a été en mesure de s'émanciper d'une certaine manière et sentait qu'il avait besoin de ça. Et Atlas disait, c'est pourquoi il s'est tourné vers lui, parce que probablement qu'il aurait appelé n'importe qui, on aurait dit oui. Il a fallu néanmoins qu'il convainque Atlas que ce dernier accepte de travailler avec lui. Il était analyste à la télévision. Il dit justement, j'écoutais ce qu'il faisait à la télévision et ses analyses étaient souvent, ça rejoignait ce que je pensais et c'était un peu en marge. Donc, il avait besoin, il sentait, là, pour passer à un autre niveau, changer d'environnement, même si l'environnement dans lequel il baignait était assez compétitif, intéressant, a vraiment décidé de prendre complètement une autre direction et on va voir vendredi soir si ça va payer. Je répète, 22h en direct sur RDS Direct, donc possibilité de description et analyse en français. On imagine que ça va être un succès bœuf. J'espère, parce que c'est le genre de combat que les fans de boxe demandent. Un combat d'unification, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça? Tu peux unifier les 4 ceintures, mais ils ne les ont pas. À compter de 22h et la mise en bouche, mais c'est un combat chez les poids mi-moyens entre Luis Collazo et Kudratillo Andukakorov. Collazo, on le connaît, c'est un ancien champion du monde chez les mi-moyens. Il affronte
celui qui est premier aspirant au titre des mi-moyens de l'IBF. On sait que le champion a connu des moments passablement compliqués. Ross Spence-Fils, victime d'un terrible accident au volant de sa Ferrari. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la caméra de sécurité d'un restaurant là, qui filme ça, a été éjecté de la voiture. Malheureusement, conduisait avec les facultés affaiblies, n'était pas attaché. On dit que ça n'est pas tiré avec trop de blessures. Là, on parlait de blessures à la mâchoire. Là. Pas eu une mise à jour complète sur son état de santé. Mais ça reste encore un peu nébuleux. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Surtout les conséquences. Oui, tout à fait. Et bref, c'est ce combat qui va servir de mise en bouche pour la finale. Est-ce qu'on peut voir une certaine passation des pouvoirs? Collazo, le vétéran, et là, on a le boxeur ouzbek qui, lui, est établi, je pense, à Singapour. Il est né en Malaisie. Il est né en Malaisie, mais il est de nationalité ouzbek. C'est un boxeur classique qui a des bonnes qualités, mais qui n'a pas eu le niveau d'opposition qui correspond similaire à un Collazo. Il n'a jamais affronté de boxeur de ce niveau-là. Je pense que c'est un gros step-up pour Abdukakorov. Peut-être qu'il va y arriver, mais je trouve que c'est rapide entre la qualité de ses derniers adversaires et un ancien champion du monde comme Collazo, qui est plus dans ses meilleures années, mais qui est encore qui est un vétéran avec toutes les qualités qu'on peut lui connaître. C'est un gars qui a une très bonne défense, qui ne va pas prendre des risques inconsidérés, qui va attaquer quand il est sûr d'atteindre la cible et quand il est sûr de ne pas se faire atteindre en retour. Donc c'est un gars qui va être compliqué à manœuvrer, qui a tous les petits trucs du métier et qui a une très très bonne technique. Collazo, surtout défensivement, il est dur à atteindre. Il pourrait se frustrer, Abdukakorov, s'il n'atteint pas la cible tout de suite et qu'il commence à passer 3-4 rounds sans trouver la solution au puzzle Collazo. Ça peut aller très vite assez mal pour lui. Donc je favorise Collazo dans ce combat, même s'il est un peu âgé, s'il est fin trentaine. Je pense qu'il a l'expérience nécessaire pour dominer Abdukakorov. Je trouve qu'on va un petit peu rapidement avec lui. J'aurais aimé un combat intermédiaire avec un adversaire un peu meilleur que ce qu'il a connu jusqu'à maintenant, mais un peu moins bon que Collazo. Juste avoir une marche supplémentaire, c'est vraiment la marche est un peu haute pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire, mais ça veut dire que c'est un risque qu'on prend de l'envoyer rapidement comme ça contre un gars comme Collazo. Avant de se quitter, un petit tour rapide des différents événements possibles de regarder cette fin de semaine. Vendredi soir, 23h, on sait ce que vous allez regarder, mais si jamais ça ne vous intéressait pas, du côté de ThompsonBoxing.com, Handel Ruiz contre Javier Flores. Ruiz, c'est un Mexicain espoir invaincu chez les super légers. Flores, un Portoricain qu'on a déjà vu contre Jimmy Herrera, celui qui avait soutiré un verdict nul, on se souvient, à Steven Butler avant de subir une défaite assez convaincante. C'est un combat qui est prévu pour 8 rounds. C'est la deuxième fois seulement depuis le début de sa carrière que Ruiz se bat aussi longtemps. La dernière fois, ça s'était terminé au premier par un knockout. C'était quand même un bel affrontement Mexique-Porto Rico, un bon classique. Samedi, 14h sur DAZN, Lewis Ritson qui affronte Robbie Davies fils. C'est un combat éliminatoire des super légers de la WBA. Boxeurs qui sont classés le 7e pour Davies et Ritson est classé 9e. Le nom de cet événement, je suis tombé sous le charme. Bad Blood, se croirait à la WWE là, au début des années 2000. C'est un combat qui est présenté à Newcastle, région dont est originaire Ritson. Donc on leur souhaite bonne chance. Ensuite, samedi 21h sur UFC Fight Pass, Cody Crowley qui affronte Mian Hussein. Et oui, on parlait de son frère Ayaz qui va faire un retour contre Sébastien Bouchard le 23 novembre à Québec après une longue absence. Même chose pour Mian. Lui, c'est un premier combat depuis le 22 octobre, 2016. Il avait subi la défaite et n'avait pas reboxé depuis. Crowley, c'est un boxeur ontarien invaincu et s'est emparé d'une version d'un titre canadien à son dernier combat en février 2019. Des fois, on effectue des retours à la boxe, sauf des combats un peu plus tranquilles. Là, pour les deux frères Hussein, on rentre quand même dans le vif du sujet. Surtout que 3 ans, c'est très long. Difficile de s'imaginer qu'on a de véritables chances de succès là, dans ces conditions-là, mais bon. 3 ans, c'est très très long en dehors des rings, donc j'espère que le sparring a été bon parce qu'il va falloir qu'il rentre rapidement, qu'il trouve son rythme rapidement. Et ça se termine samedi 22h30 sur la page Facebook de Golden Boy Fight Night. Oscar Duarte qui affronte Richard Solano. C'est un combat pour le titre latino des poids légers du WBC, rien de moins. C'est une rencontre au sommet Mexique contre République dominicaine.
et cherchait des informations. On n'a pas vraiment. J'ai vu que Duarte est né le 23 janvier 96. Il y a une actualité là, mémorable dans le monde du sport. Ben oui, une éphéméride, exactement. Kirk Muller, qui passait des Islanders aux Leafs. Il avait fait la grève, là, voulait jouer pour une équipe aspirante à la Coupe Stanley. C'est dans cette transaction aussi que Wade Redden s'était amené aux Sénateurs. Et Brian Berard était passé aux Islanders. Et les succès ont été différents pour chacun dans leur équipe. Redden est resté longtemps chez les Sénateurs. Ouais. C'est parfaitement incroyable. Mais en tout cas, là, c'est logique que ça soit pour le titre latino, parce que c'est deux latinos, beaucoup plus logique que Mbili et le titre de la francophonie contre un Mexicain. Ça, j'ai pas compris le concept, mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour pour l'actualité cette semaine. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter le rds.ca/balado diffusion, l'application RDS ou encore l'application iHeartRadio pour entendre tout le contenu qui vous est proposé par RDS, donc au nom d'Adrien Meur et du chancelier de la mise en onde, Guillaume Séguin, ici Francis Paquin, qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!